Eh ben, on est en live. Bonjour à tous. Merci à tous d'être à nouveau présents pour ce nouveau petit déj freelance. Je suis Pierre de Portalia et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Lucie de chez Little Big. Salut Lucie. Yes. Bonjour à tous, du coup Lucie de chez TV Connection et ravie d'être ici ce matin à vos côtés avec un café bien entendu. Donc Ou de l'eau aussi pour ceux ou de qui l'eau. sont les moins adeptes du café. Alors, on se retrouve une nouvelle fois pour un petit déj freelance avec effectivement un de nos experts. Je pense qu'on commence à avoir des personnes qui sont habituées au petit déj freelance, mais est-ce que Lucie, comme d'hab, tu peux nous rappeler un peu ce qu'il en Yes. est? Du coup, le petit-déj, on l'a lancé maintenant il y a 1 an et demi, pardon, du coup, avec Pierre. Donc, c'est un moment d'échange avec un acteur de l'écosystème du freelancing qui nous parle d'une thématique en particulier, appuyé sur son expertise, son expérience, ses conseils. Et donc, à chaque live, on a une nouvelle personne, un nouveau expert qu'on invite. Et aujourd'hui, donc, c'est Kevin qui est là, donc coach vente, stratégie et consulting. Donc, merci Kevin d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Peut-être que ce sera mieux que, que la présentation que j'ai faite. Non, ça marche, c'est super. Après, je sais que, tu vois, dès que tu dis le mot vente, tu deviens un petit peu le mal incarné aux yeux de tout le monde. Alors, pour rassurer votre communauté, je n'habite pas à Dubaï, je n'ai pas de Lamborghini. J'habite à Nantes, dans les vignes, tranquillement, quoi. Donc, moi, en fait, pour me présenter rapidement, euh, j'ai envie de faire un petit truc un peu original. En fait, j'étais très mauvais élève, j'avais 3 de moyenne en maths. Je suis allé dans la restauration parce qu'il fallait bien manger. En gros, j'ai commencé comme runner, le mec à qui on parle pas, un esclave, hein, clairement, qui court partout. Et puis, j'ai monté finalement les échelons, si on peut dire. On m'a filé rapidement un poste de manager et après de directeur. Parce qu'en fait, j'étais le mec qui vendait le plus de trucs dans le restaurant. Tu vois. Donc déjà à l'époque, c'était quelque chose d'assez inné. Et d'ailleurs, c'est une anecdote sur laquelle on pourra revenir pour justement entrevoir la vente comme quelque chose d'éthique, comme quelque chose de cool, en fait. En baissant un petit peu la pression sur, bah, tiens, quand on vend, on se sent comme un forceur, et cetera. Et puis après, j'ai tout quitté. J'avais un rêve de gosse, c'est de partir faire le tour du monde pendant 2 ans en sac à dos. Et en fait, bon, du coup, je l'ai fait, je me suis cassé. Et quand je suis revenu, 2 ans après, heu, en gros, j'avais le choix, c'était soit de travailler, faire du bénévolat pour WWF ou Greenpeace. C'est quelque chose qui m'attirait, mais bon, il y a eu un truc qui a fait que, finalement, non. Et l'autre choix, c'était de reprendre mes études, parce que j'avais pas de diplôme, tu vois? Donc en fait, j'étais là: «Putain, va falloir quand même assurer mes arrières». Donc du coup, j'ai passé les concours pour intégrer la deuxième école de commerce en France, l'ESSEC. Heu, Ça fait chier d'être deuxième, mais bon, voilà, HEC, c'était pas possible. Donc voilà. Et puis, après quand j'ai repris mes études, en fait, c'était vraiment pour, tu vois, lancer ma boîte. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs, moi, je suis transparent, comme on a pu le voir tous ensemble. J'ai payé mes études, moi-même, mes parents m'ont pas aidé et les études, coûtent cher, dans ce genre d'école. C'était, je crois, j'ai emprunté 104 000 €. Donc Oui, autant dire, en fait, qu'il fallait trouver vite une alternative si je voulais pas bosser en boîte. Et je dis pas que les salariés, c'est pas bien. Attention, moi, je suis pas pour le clivage réseaux sociaux. Oui, les salariés, c'est de la merde. C'est juste que c'est adapté à d'autres personnes et voilà, moi, c'était une envie de liberté parce qu'il y avait ce tour du monde et cetera qui m'avait fait goûter à ça. Et en fait, ça m'a appris un truc. Le commerce, c'est le biais à l'exposition. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Lucie ou Pierre, mais en gros, c'est en fait, tu exposé à la réussite. C'est-à-dire que les gens, pour eux, gagner très bien sa vie, avoir de l'ambition, c'est pas mal vu. Tu vois, moi, j'ai toujours grandi dans une famille où il fallait rester humble, il fallait un peu raser les murs, il fallait pas faire de vagues, ce qui me enfin, ce qui voilà, ce qui me ça me parlait pas forcément. Parce que moi, je pars du principe qu'il faut vivre sa vie avec panache. On en a qu'une, et il faut se le rappeler tous les jours d'ailleurs. Et puis voilà, et du coup, au fur et à mesure, tu vois, bah, les années qui ont passé, j'ai lancé une première boîte, éclatée au sol, 0 € de vente. Grosse leçon, heu, pour bah, bien comprendre que au final, les gens je voulais lancer une boîte de thé parce que mon oncle faisait du thé au Népal, parce que je viens du Népal. Et en fait, les clients n'achètent pas, votre produit parce qu'il y a un beau logo et nous, c'est ce qu'on croyait.
On pensait qu'on avait un beau logo, voilà, pour le thé qu'on allait vendre et en fait, ça suffisait pas. Donc voilà, puis après, je me suis lancé, j'ai lancé des business en ligne qui ont connu une énorme croissance. J'ai eu une autre boîte incubée à l'ESSEC avec Delphine de l'incubateur. Ils comprenaient pas comment 3 gamins en slip pouvaient générer autant de chiffre d'affaires. Donc voilà. Et après, toute face cachée de la lune, voilà, enfin, la face cachée de la lune, c'est qu'il y a eu un burn-out, tu vois, que j'ai fait rapidement, au bout de 2 ans. Et le burn-out, en fait, tout le monde connaît le burn-out, c'est voilà, le trop de travail, etc., trop d'intensité. Et le burn-out, c'est différent, c'est le manque de sens. C'est en fait le fait, tu vois, que bah, en fait, moi, je venais de faire un tour du monde 2 ans, donc humainement, c'était hyper enrichissant. Et je me retrouvais, tu vois, à juste voir un compte en banque qui monte et en me disant, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie, quoi. En fait, je me sentais vraiment inutile. Et c'était pas facile à vivre, donc j'ai tout arrêté. J'ai contacté les associés en leur disant, écoutez les gars, je vous file le bébé et puis moi je me casse. Je vais faire autre chose et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je suis parti. Et en fait, c'est ma chérie, donc qui est ma fiancée aujourd'hui, ma chérie de l'époque, qui m'a dit, bon, ça serait bien d'arrêter de penser qu'à toi. Je pense que tu peux aider pas mal de monde, tu vois. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le coaching. Et puis quelques années plus tard, bah, en fait, j'ai eu une invitation, Lucie, coucou Kevin, est-ce que tu pourrais venir? Voilà. Et voilà. Du coup, ça fait combien de temps aujourd'hui que tu es coach, Kim, après toutes ces expériences assez intéressantes? Ça fait combien de temps? Ça doit faire, allez, officieusement, ça doit faire 5 ans. Ok. Officiellement, 3 ans, on va dire. Mais en fait, c'est que c'est pas facile, tu vois, le mot coach, il est pas facile à porter, je Ouais. trouve. Et puis formateur encore moins, parce qu'en fait, les gens se font une idée fausse, parce qu'on a tous des biais, ce qu'on va voir dans la vente d'ailleurs. Et en fait, on a des biais et pendant longtemps, j'ai refusé de me dire, putain, mais en fait, je peux pas prendre l'étiquette de formateur, coach, enfin, les gens vont me catégoriser, ça me saoulait. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu un déclic qui peut peut-être servir à beaucoup de freelance qui hésitent dans les mots, tu vois, qu'ils vont utiliser pour se décrire. En fait, le déclic, c'est je préfère aider sur 100 personnes, je préfère aider une personne qui va se dire, OK, cool, il est coach, il est formateur, il va pouvoir m'aider sur une thématique. Et si même 80%, donc 80 personnes, vont me détester pour le mot, tu vois, vont me dire, OK, formateur Dubaï et compagnie, sauf qu'ils savent pas que j'habite à Nantes, dans les vignes, tu vois. Mais je suis prêt à mettre 80% des gens à dos si je peux aider une personne à vivre bien de son activité, quoi. Voilà. C'est un déclic. Hyper clair. Et finalement, alors la thématique du jour, finalement pour l'introduire également, je pense que tu l'as déjà préintroduite, en tout cas on voit vers où on arrive. L'idée c'est qu'on puisse échanger à la fois sur toutes les clés, on va dire, que tu as pu identifier pour se vendre et pour fidéliser des clients. Pour te faire un contexte rapide, effectivement, sur la plupart de nos viewers et puis les clients de Little Big Connection et de Portalia. Aujourd'hui, on est face à des personnes sur lesquelles on a pu les conseiller sur le développement de réseau, sur du LinkedIn, sur aller chercher ses clients, sur se positionner en termes de pricing. Et finalement, c'est vrai que l'argument de la vente, se positionner en tant que vendeur, finalement, lorsqu'on est indépendant, c'est pas toujours facile. Et on revient un petit peu à la philosophie de base, finalement, de ce qu'est un indépendant qui doit trouver ses missions, ses projets et à un certain tarif. Et l'idée, c'est un peu voilà, que tu puisses nous donner tes clés. Et là-dessus, je démarrais. Alors, plutôt que de démarrer sur la vente, je démarrais sur la fidélisation. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est un peu lié quand même. Ok. En toi, parce qu'on a beaucoup d'indépendants qui sont déjà en mission. Pourquoi la fidélisation pour toi c'est primordial? Et finalement, est-ce que tu as voilà, déjà des techniques que tu as expérimentées sur une fois que tu as un client, bah, comment ne pas le lâcher finalement? Ok, donc du coup, alors, c'est marrant parce que du coup, moi je pensais qu'on allait attaquer directement sur les objections, donc carrément. Sur la fidélisation, donc moi je vais aussi faire la même chose que toi. Je vais changer aussi les règles. Et avant de parler de fidélisation, il y a quand même un autre. Avant de parler de fidélisation, avant même de parler, tu vois, de vente, en fait, il y a un concept simple. Donc, en fait, c'est un concept économique, d'accord? Donc, je vais essayer de le vulgariser, d'accord, au maximum. Le positionnement.
le positionnement, il y a un concept économique hein, de positionnement. C'est pas juste une position, tu vois, de numéro 10 sur un terrain de foot. En fait, le positionnement, tu vois, c'est vraiment le fait de se dire, OK, c'est Adam Smith qui l'a dit d'une autre manière, hein, donc c'est un célèbre économiste. En gros, Adam Smith, il a conceptualisé le fait que le marché, c'est comme une main invisible. D'accord? Et quand le marché ne veut pas de toi, bah, le marché te met une grosse baffe dans la gueule et ça fait mal. C'est un peu compliqué. Et du coup, le positionnement, c'est quoi? Il y a deux camps. Il y a price taker et price maker. D'accord? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, price taker, c'est celui qui va se mettre sur les moins chers. D'accord? Le price maker, c'est celui qui dit ses prix et qui va justement l'imposer à un marché. Pour illustrer justement ce concept, il y a Apple d'un côté, qui vend des téléphones, des Macs, etc., des produits hors du marché. Parce on rappelle quand même un Mac, moi je suis pro Mac, hein, mais un MacBook, ça coûte 1500 euros, alors que tu as des ordinateurs qui font très bien le taf à 300 euros. Tu vois. Et donc, en face d'Apple, tu as Samsung, par exemple. Ils sont moins chers. Et les deux stratégies sont très bonnes. Si jamais vous pensez que tirer les prix vers le bas, c'est une mauvaise stratégie, allez dire au CEO de Lidl, multimillionnaire, que sa stratégie est pas bonne. Quoi. Hein, envoyez-lui un mail en lui disant, écoute, mon gars, tirer les prix vers le bas, c'est pas bien. Non, c'est une stratégie. Et le gros problème du positionnement, c'est que quand on comprend ce concept fondamental, c'est que on a d'un côté price maker, price taker. Donc je vais essayer, parce on va essayer d'illustrer comme ça. En fait, il y a un freelance qui va arriver sur le marché des logos, voilà, rédaction, peu importe, ou même de consultant. Un consultant, il va arriver, on va prendre l'exemple des consultants, c'est encore plus parlant. Un consultant, il va arriver, il va se dire, oh tiens, je vais me mettre au milieu, d'accord, je vais mettre à 900 euros au jour, voilà, hop. Il va, c'est cool, je suis en bonne position. Il y a un autre consultant, un copain qui va arriver, oh putain, il y a un copain qui est à 900 euros, tiens, je vais mettre à 900 euros aussi. Et puis après, il y a un autre gars qui arrive et qui va dire, oh putain, mes potes, ils sont tous à 200 balles, allez, je mets à 850, machin, truc, machin. Et puis en fait, ainsi de suite, jusqu'à 100 personnes, 1000 personnes qui vont se dire, ah putain, il y a tout le monde qui se met il y a tous les potes, tous les copains qui se mettent à 800, 900 euros, donc go. En fait, le problème, c'est que du coup, entre les deux tendances, les deux camps, donc ce concept économique qu'il faut hyper bien comprendre, donc price taker, price maker, en fait, c'est que vous êtes stuck in the middle. Stuck in the middle, ça veut dire vous êtes bloqué au milieu et cette situation, c'est de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, votre client, il a l'opportunité d'avoir le pouvoir de choisir qui il veut. Parce qu'encore une fois, les consultants et les freelances font une erreur un petit peu basique qui se comprend complètement et qui est complètement légitime, genre vraiment c'est normal, c'est de se dire oui, mais moi si je suis à ce prix-là, c'est différent de mes concurrents. Sauf que dans la vision du client, du prospect, il se dit bah ouais, ok, à service égal, compétence égale, enfin il va avoir le même taf. Alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est comme quand vous allez, il y a deux personnes qui vont comparer un graphiste en freelance, ils vont lui dans sa tête, le prospect, il se dit ok cool, je vais peu importe à qui je vais faire appel, je vais avoir un logo. Sauf qu'en fait il prend pas en compte l'aspect qualitatif, voilà, la créativité aussi, qui a un prix, mais lui, il se dit, OK, c'est les mêmes prix. Donc, la stratégie de se mettre sur le même prix que tout le monde, c'est très, très, très compliqué. C'est quelque chose que tout le monde fait intuitivement, mais c'est une erreur. Donc, une fois qu'on a compris le positionnement, on peut parler de fidélisation du coup. Et on peut parler de vente et de fidélisation. Mais il faut absolument travailler vos positionnements. On ne le dira jamais assez. Et malheureusement, je vais sortir un chiffre du chapeau magique. Vous m'excuserez du coup, mais 99% des gens ne le font pas. Voilà. Parce qu'en fait, quand on leur demande pourquoi ils sont à ce prix-là, ils ne savent pas. Ou la raison qui arrive, c'est parce qu'il y a mon copain qui est au même prix. Voilà. Oui, c'est le marché. Ouais, voilà, c'est le marché, c'est mon copain qui est là. En fait. Mais c'est même pas le marché, c'est mon copain qui est là. C'est pas, ce sont les clients qui définissent un marché. Ce sont pas les pairs PARS, hein, et ni les pairs PERE. Mais bon, voilà. Mais tu vois, tu vois, c'est pas les pairs qui doivent décider un marché, c'est les prospects, c'est les clients, et c'est eux qui décident. Donc, pour la fidélisation, ce qui est intéressant, donc, je pense qu'on va enfoncer une porte ouverte. Donc, pour retomber sur nos pattes, en fait, la fidélisation, c'est super important parce que quand on est freelance, quand on est consultant, je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans. C'est hyper chronophage de courir après de nouveaux clients. Au début, c'est cool, hein,
Parce que, en fait, ce qui se passe, d'ailleurs, psychologiquement, c'est intéressant chez un freelance, c'est que il fait une première vente, il a un premier client à 1 000 €, mettons, ressenti 1 million, tu vois? Ressenti 1 million. Et en fait, plus il va en avoir, une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, plus le ressenti sera moindre, en fait. Et là, il y aura de nouvelles peurs qui vont s'installer sur est-ce que je vais continuer à bien vivre mon activité, est-ce que je vais continuer à avoir des clients, etc. Et à un moment donné, ça peut commencer à être saoulant, quoi. Surtout que la prospection, généralement, c'est pas notre fort d'aller contacter des gens. Tiens, il y a un petit pouce en l'air. C'est pas notre fort d'aller contacter des gens, on ne se sent pas forcément à l'aise d'aller chercher des nouveaux clients. Donc, la fidélisation, ça permet justement une meilleure rentabilité, puisque comme ça, on va pouvoir pérenniser un chiffre d'affaires dans le temps, donc avoir des revenus récurrents. L'autre aspect, pourquoi la fidélisation est une très bonne option à creuser et à mettre en place le plus rapidement possible, c'est surtout la charge mentale. Je ne sais pas si on vous en a parlé, vous, dans votre communauté. Est-ce que la charge mentale, c'est quelque chose qui est difficile Ça peut arriver lorsque l'enchaînement des missions, tu vois, commence à devenir important. Ou généralement, lorsque tu es en mission, ça peut effectivement prendre une certaine place. Lorsque tu es en recherche aussi, mais pour des raisons différentes, tu vois. Tout dépend à quel degré tu es sur ton niveau de mission, si tu as déjà ton client ou pas, et comment tu es positionné chez les clients généralement. Mais c'est intéressant, tu peux développer sur le sujet, je pense. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que donc la charge mentale, c'est difficile parce que il faut. Moi, il y a un truc qui m'a toujours agacé. Et je vais rester poli, voilà, parce qu'on est dans votre communauté, on n'est pas dans la mienne. Autrement, je dis plus de gros mots. Mais du coup, en fait, il y a un truc, c'est que les vendeurs de rêves mettent en gros des chiffres comme 10 K par mois facilement, en regardant Netflix, en travaillant 1 minute par jour, etc. Sauf qu'en fait, quand on regarde, et là, c'est sans appel, il n'y a pas de haut doigt mouillé, voilà, c'est qu'en fait, les chiffres de l'INSEE sont cruels, c'est que 90% des indépendants déclarent moins de 10 000 € à l'année. Donc, quand le tonton Macron, gouvernement, URSSAF, voilà, tout arrive, il nous reste 5 000 €. Donc, ça fait 400 € par mois, quoi. Voilà. Donc, forcément, c'est très compliqué. Donc, la réalité, elle est assez cruelle. Et donc, en fait, justement, il y a un autre principe. Donc, il y a l'aspect rentabilité, hein, d'accord, purement financier. Il y a l'aspect, donc, pour baisser sa charge mentale, clairement, de travailler avec les mêmes clients. Et il y a un autre aspect que je trouve très intéressant, moi, dans la fidélisation, c'est qu'en fait, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Parce que tu connais déjà ton client, tu connais déjà son business, tu as déjà créé une relation de confiance. Tu connais ses enfants, tu connais peut-être sa femme, j'en sais rien, tu as peut-être mangé, déjeuné au resto avec lui. Donc, il y a déjà quelque chose qui facilite, qui baisse la pression. Parce je pense que quand on a tous eu des missions, le début est toujours un peu stressant, tu vois. Le début est toujours un peu en mode, putain, il faut que je passe mes preuves, il faut pas que le client soit insatisfait, etc. Et en fait, là, cette pression, elle n'existe plus après, quoi. Donc, voilà pour les avantages. Si tu as une question ou si tu as des questions dans le chat, allez-y, hein, let's go. Et du coup, donc là, tu as parlé pas mal des avantages et des conséquences aussi et des bénéfices de fidéliser ses clients. Mais quelles sont un peu les techniques principales à ton avis? Enfin, quels sont un peu tes conseils sur comment justement fidéliser les clients et quelles sont les techniques les plus efficaces et en tout cas pour de manière concrète, quoi, plus? Carrément. Alors, en fait, il y a un truc qui est incroyable mais qui est sous-estimé, c'est le MRR. D'accord? Le MRR, c'est les Monthly Revenue Recurrent. Donc, c'est les revenus récurrents par mois. Ça veut dire qu'en fait, on va essayer de setup, de préciser, donc de mettre en place, setup, excusez-moi, voilà, désolé, mais on va essayer de setup, en fait, en gros, une offre cachée, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on propose à tout le monde ou sur les réseaux sociaux ou par mail, etc. Ça va être une offre cachée pour fidéliser un client. Ça veut dire que, par exemple, ça va être, imaginons, vous faites du SEO, vous êtes consultant en SEO. Vous allez pouvoir proposer un suivi des KPI, d'accord? D'ailleurs, j'utilise le mot KPI, je viens de me demander ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est qui? Indicateur clé de performance. Voilà, c'est ça. Performance indicator. Ça fait partie des trucs qu'on utilise, en fait, putain, c'est ça. Mais oui, en fait, on pense que ça veut dire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Bref. Donc, en gros, il y a ça. Donc, par exemple,
des consultants en SEO, tu peux proposer un suivi des KPI. Moi, j'ai une cliente qui fait ça. On a setup, en gros, ça lui fait, je crois qu'elle l'avait mis à 300 € par mois. Sylvie, elle est consultante en SEO. Et en fait, une fois qu'elle a attaqué pendant 6 mois, 12 mois, en gros, le client, elle a attaqué le projet, pas le client, mais elle a attaqué le projet, du coup, elle va proposer cette formule-là et qui est géniale parce que, en fait, le temps de travail demandé est moindre. C'est-à-dire que elle, le client, elle lui dit pas que ça lui prend une demi-heure pour faire le suivi des KPI. Le client, il n'a pas besoin de le savoir. Lui, il a besoin d'un résultat, c'est tout. Il a besoin peut-être d'une main qui va le guider, etc. Comme nous, quand on est enfant, tu vois, on a besoin de notre papa, notre maman qui nous dit oui, c'est bien, alors qu'en fait, on sait que c'est bien. Bref, peu importe. De toute façon, je vais essayer de pas dégraisser. Mais du coup, tu vois, en gros, ça, c'est un suivi des KPI. D'accord? On peut avoir, tu vois, aussi d'autres business. En gros, il y a pas mal de consultants d'ailleurs qui peuvent faire ce genre de choses. C'est le suivi du déploiement de résultats. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça a parlé, mais quand, par exemple, vous avez des business où vous allez pouvoir avoir des résultats concrets, pragmatiques, tangibles, palpables par vos prospects, par vos clients, du coup, bah là, en fait, vous pouvez proposer un setup aussi mensuel, tous les mois, pour dire, voilà, suivre, putain la vache. Je viens du Népal, je suis né au Népal, d'accord, ok, les fautes d'orthographe à l'oral, c'est pour ça que j'en fais. Mais en gros, on va pouvoir suivre les résultats, tu vois, du client. Et il ne faut pas oublier que le rapport de souvent les consultants, les freelances, les indépendants, le prospect montre clairement que c'est lui qui va vous donner à manger, qui va donner de l'argent et tout. Il pense que c'est lui qui a le rapport, qui est lui enfin, c'est lui qui a en position favorable. Sauf que maintenant, c'est vous, parce que vous avez pu lui prouver vos compétences. Il en a besoin, il est rassuré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller voir quelqu'un d'autre ou on va aller voir quelqu'un en qui on a confiance? Oui, le rapport, il s'inverse, en fait. Le rapport est inverse. Parce qu'en fait, c'est une fois qu'on a fait nos preuves, le client ne peut plus aller voir ailleurs, quoi. Donc voilà, après, donc il y a le suivi. Donc on peut, en fait, sur les consultants et vraiment spécifiquement, ça va être vraiment sur du suivi. Tu vois, suivi de stratégie, par exemple, tu vois, par exemple sur les réseaux sociaux, ça peut être la même chose. Suivi de, voilà, de comment la personne va créer du contenu. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, pour ceux qui créent du contenu, qui sont beaucoup plus brillants que ce qu'ils pensent. En fait, ils font pas que du contenu. Généralement, pour le voir depuis pas mal de temps, quand vous accompagnez des gens à créer du contenu sur les réseaux sociaux, ils le font bien tant que vous êtes là parce qu'ils ont des comptes à rendre. Mais une fois que vous êtes plus là, putain, ça part en bordel. Ils reviennent comme ils étaient avant l'accompagnement. Donc c'est le bordel. Donc en fait, vous pouvez proposer des choses, voilà, rapidement et de façon saine et sincère pour vos clients, quoi. Donc, il y a ça. Et après, il y a un autre truc, moi, que j'aime bien, c'est les implémentations de nouveaux sprints. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Tu peux développer, je pense, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas que des consultants spécialisés dans les sprints. Et on ne parle pas de Jeux Olympiques, évidemment. On précise. Non. Alors, en fait, en gros, les sprints, c'est des phases, d'accord? En fait, chaque client que vous avez, en fait, a des phases de développement. Ça ne s'arrête pas. C'est comme, par exemple, on va prendre l'exemple concret, pragmatique, création de contenu. On va dire qu'il y a 3 phases, d'accord, pour votre client. Là, il y a la phase de séduction, la phase de notoriété et la phase de prestige pour les réseaux sociaux, d'accord? Phase de séduction, c'est quand il est inconnu au bataillon. On va commencer à créer du contenu, on va essayer de viraliser un petit peu la personne pour qu'elle rentre un petit peu dans la tête de tout le monde, qu'on commence à l'adopter, à l'apprivoiser, etc. Après, il y a la phase de notoriété où là, il y a déjà une connaissance déjà auprès de son audience, où les gens ont l'habitude de le voir, s'intéressent à voir cette personne. Et la phase de prestige où là, bon, vous êtes connu et puis voilà. Et donc, en fait, en gros, on pourrait catégoriser ces 3 phases. Donc, imaginons quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il est dans la phase 1. Une fois qu'elle est atteinte, vous pouvez lui proposer un nouveau sprint en lui disant, voilà, on va essayer de travailler sur la phase de notoriété. Et en plus, et c'est là où ça devient intéressant sur ce deuxième modèle, c'est que plus votre client avance, plus vous pricez cher, plus vous pouvez pricer comme des grosses brutasses, quoi. Parce qu'en fait, là, le besoin est beaucoup plus spécifique. Ça a beaucoup plus d'impact sur les business de vos clients. Donc forcément, vous allez payer plus cher. C'est comme un logo. Un logo, je ne sais pas pour ceux qui savent,
Mais si vous demandez à tonton Janine qui veut un logo, vous le faites à tonton Janine qui va le montrer à ses copines dans ses réunions de Tupperware à 5 personnes, le logo, il n'aura pas beaucoup de valeur, quoi. Par contre, si vous êtes une grosse boîte à l'international qui a la visibilité de la boîte, elle est à plusieurs millions de personnes, là, le graphiste, il va pricer beaucoup plus cher parce qu'il va pricer aussi cette portée démographique. D'accord? Donc, en gros, en fonction du niveau et d'avancée de votre client, vous pouvez pricer comme des grosses boîtes. Donc, ça, c'est le truc le plus intéressant. Et en fait, c'est ça, et c'est possible pour tout business. Ça veut dire que, par exemple, consultant en SEO, hein, même freelance, hein, du freelancing en SEO, ça existe, il y en a plein. En fait, c'est pareil. C'est une personne qui a, je sais pas, 30 visites par mois. Vous arrivez à lui permettre, on lui dire, voilà, l'objectif, on va tout faire pour arriver à 1000 visites par mois. Donc, déjà, c'est incroyable. Mais 1000 visites par mois, il y a des sites qui ont 1 million de visites par mois. Pourquoi pas? En fait, il n'y a rien d'impossible. Donc, en fait, une fois que la personne a atteint ses résultats, que la mission, du coup, est successful, bah, en fait, on peut lui proposer, OK, est-ce que ça te dirait pas qu'on parte sur du 10 000 visites par mois? Et on met de nouvelles choses en place, etc. En fait. Et ça, c'est vraiment l'implémentation par sprint. Donc, ça, c'est la fidélisation, une autre fidélisation. Ce qu'il faut comprendre maintenant aussi, c'est qu'il y a 4 sortes de fidélisation. Parce que souvent, on se dit, OK, fidélisation, on ne se pose pas beaucoup de questions, voilà, on est dans notre quotidien. Mais en fait, c'est quoi la fidélité, tu vois? Je sais même pas, tu vois, je sais pas si dans le chat, ils peuvent en parler ou quoi, mais c'est quoi pour vous la fidélité? Il y a 4 fidélités. Il y a la fidélité recherchée, il y a la fidélité induite, il y a la fidélité comportementale et il y a la fidélité attitudinale. D'accord? En fait, c'est catégorisable en 4 parties. Donc, en fait, en fonction de ces 4 fidélisations, on va pouvoir s'attaquer à celui qu'on recherche. Donc, la fidélité recherchée, c'est quand, par exemple, vous allez chez Air France, voilà, on vous donne une carte de fidélisation de fidélité, putain la vache, de fidélité et on vous donne des miles. Je crois que c'est des smiles ou des miles, je sais plus. C'est plutôt des miles, oui, mais effectivement. Des miles, des miles, du coup. Des miles. Et en fait, on va, du coup, essayer de provoquer un comportement recherché de fidélisation pour que la personne continue d'acheter chez Air France. D'ailleurs, Air France, voilà, bon, ça a beaucoup changé, quoi. Et après, on a, du coup, la fidélité induite. La fidélité induite, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que soit vous êtes en situation de monopole, c'est comme quand vous cherchez vos billets de train, bah, vous allez sur le site de la SNCF, quoi. Il y a pas trop de choix, quoi. À l'époque, pareil, vous alliez pour le téléphone. Là, alors il y a une concurrence monopolistique, d'accord, dans la fidélité induite. Donc la concurrence monopolistique, c'est quand il y a un acteur, et quand il y a on appelle ça la concurrence oligopolistique, c'est quand il y a 3 acteurs oligopolistiques, hein. Donc en fait, ça c'est quand vous allez chercher un abonnement téléphonique. À l'époque, il y avait France Télécom, je crois. Hein? Genre France Télécom, Bouygues, Ouais, voilà. et t'as Free qui débarque, quoi. Un peu Ouais, c'est ça. Et les frics arrivent en mode putain. Et en fait, c'est intéressant parce qu'ils sont arrivés avec quoi? Stratégie dont on a parlé au début. L'offre à 2 euros, il me semble. Ouais, offre à 2 euros, offre à 15 balles, alors que je sais pas si tu te souviens, mais moi, mes parents pétaient un plomb parce que j'appelais toujours ma copine à l'époque. Et ils avaient des factures à 150 balles, 300 balles, hein. Et eux, ils arrivent en toute illimité. Donc, ils sont arrivés avec quoi? Non, par rapport au positionnement, ils sont arrivés en price maker. Non, en price taker, excuse-moi. En price taker, en moins cher. Tout le monde se mettait bien. Eux, ils sont arrivés, ils ont pris l'autre stratégie inverse en disant on va casser les prix. Et en plus, Gallieni, il est arrivé sur scène en disant mais vous savez, même avec l'offre à 2 euros, on est rentable. Donc, qu'est-ce qui passe comme message? Il est en train de passer comme message qu'en fait, on s'est fait plumer depuis le début, quoi. Et lui, il est arrivé en price taker. Tout le monde était en price maker, tout le monde se mettait bien. Lui, il arrivait sur la stratégie opposée. S'il était arrivé comme l'autre, s'il était arrivé dans le même truc, on avait dit ah tiens, les copains sont à 150 balles par mois, machin truc, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché. Il a pris une autre stratégie de price taker. Donc ça, c'est intéressant. Donc, c'est la fidélité induite. Après, il y a du coup la fidélité comportementale. Donc, la fidélité comportementale, bon, elle nous intéresse pas forcément parce que c'est, je sais pas, bon, Lucie, elle habite à Barcelone. Je sais pas, ça existe les super vues là-bas ou pas? Non, Carrefour. Carrefour, bon, Carrefour. Et t'en as un autre supermercado comme ça ou pas? Ouais, mais il y en a pas mal, Mercadona, Auchan. Auchan, ok. Bon, mettons, Ok. il y a Auchan. Lequel est le plus loin? Carrefour. Bon, bah, Carrefour. Est-ce que tu vas faire des courses à Carrefour du coup? Non.
Voilà. Bon, ben ça, c'est la fidélisation comportementale. C'est qu'en fait, on n'a pas trop le choix. C'est juste par question pratique. En fait, OK. on va faire nos courses là où ça nous arrange le mieux. Voilà, c'est tout. Alors qu'en fait, on pourrait se dire, tu vois, d'ailleurs, sur certains clients, ça ne marche pas. Moi, ma mère, elle s'en fout complètement. Et je vais rester poli, hein, elle s'en balèque total. Elle va aller à l'autre bout de la ville parce qu'elle a vu sur le magazine une promo, je sais pas quoi. Et ça ne dérange pas d'aller plus loin, tu vois. Alors elle, par contre, quand elle part faire ses courses, elle va faire le tour de tous les Carrefour, Super U, machin, Lidl et tout, pour faire les bonnes affaires, quoi. Mais normalement, sur des gens normaux, parce que ma mère n'est pas forcément normale, je pense que c'est un robot, mais c'est une IA, tu vois, les gens ont inventé l'IA, bref. Et du coup, tu vois, la fidélité comportementale, c'est ça, c'est quand on n'a pas le choix, c'est juste des questions pratiques, en fait. Enfin, si on a le choix, mais c'est des questions pratiques. Et du coup, il y a la fidélité attitudinale, qui, elle, est hyper intéressante pour tous les consultants, les freelances, qui est, on va favoriser la fidélisation parce que l'image du produit, l'image du prestataire est positive. Et c'est là où, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, je vous invite énormément à travailler votre putain de branding parce que le branding, c'est vous êtes en situation de monopole. C'est-à-dire que là, du coup, on revient sur la fidélité induite, sur le fait que, bah, OK, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, je vais prendre lui parce qu'il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre alternative. La fidélité induite, c'est, par exemple, je sais pas, tiens, je sais pas, quelles sont les personnes, connues, bah, tiens, j'ai envie, je sais pas, de faire une session shopping. Bon, bah, l'image qui vient en tête, c'est Léna Situation, j'en sais rien, tu vois? En fait, si c'est voilà, on va aller vers la personne, tu vois, je sais pas, sur LinkedIn, il y a Christopher Piton, il y a Nina Ramen, Sébastien Cambet, on va aller vers ces gens-là parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre alternative, on veut travailler avec eux. Donc, parce que du coup, il y a la fidélisation attitudinale qui entre en jeu avant la fidélité induite, parce que ces gens-là montrent une image positive de ce qu'ils font. Voilà en gros les business et pourquoi la fidélisation, hein. Il faut comprendre ce que c'est la fidélité avec les 4 points qu'on a cités, quoi. Ouais, c'est hyper important. Et merci à toi d'avoir pris le temps aussi de développer là-dessus parce que tu vois, c'est des concepts, mais en fait, ça donne de la lumière aussi sur le métier des freelances et comment travailler ça. C'est vrai qu'on a parlé d'abord de la fidélisation parce qu'il y a beaucoup de concepts autour. L'idée, je vois que le temps tourne un peu, c'est évidemment qu'on parle de la vente. Il y a un concept qui était cher notamment, c'est celui de dédiaboliser la vente, finalement, de ne pas avoir honte de vendre ses services. Et de ce fait, tu avais aussi pas mal d'objections que tu traites habituellement. Je te propose de faire un peu 2 en 1 sur cette prochaine phase. À la fois, comment toi tu vois la vente, comment tu vois cette dédiabolisation de la vente, et puis en même temps, voir un peu peut-être par rapport à ça, les grandes objections qu'on rencontre en tant que freelance. On en avait listé quelques-unes la dernière fois, que ce soit le prix, que ce soit je vous rappelle dans 15 jours, voilà, des choses comme ça. Je te propose voilà, d'aborder ce gros bloc ensemble voilà, avec ton expertise. En gros, moi, là, ça commence à vraiment m'intéresser, tu vois, dès que on commence à parler d'objections. Donc, je ne sais pas si dans le chat, ils peuvent dire est-ce qu'ils sont à l'aise dans la vente. Et les objections, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, quand tu parlais de dédiaboliser, en gros, il faut comprendre que quand un prospect vous dit c'est trop cher, ou ça me semble trop cher, vos concurrents sont moins chers, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a rien de personnel et j'en peux plus parce qu'il y a un moment donné, ça arrive sur tous les réseaux sociaux, la réponse que tout le monde donne, c'est, «Ouais, d'accord, je comprends, mais par rapport à quoi?» Putain, par rapport à quoi, mec? Putain, tu trop cher, casse pas les couilles. Le mec, il te dit que tu trop cher, quoi. Bon, bah, OK, il faut répondre. C'est une objection, quoi. Et par rapport à quoi? Putain, bon bref, ça me sort à chaque fois, ça m'agace quand j'entends, ce genre de réponse. Parce qu'en fait, le «c'est trop cher», c'est une très bonne nouvelle. En fait, quand quelqu'un vous dit: «C'est trop cher», c'est qu'il est intéressé. D'accord? En fait, il faut bien que vous compreniez ça. Il faut bien se le remémorer. Faut surtout pas le prendre personnellement. Quelqu'un qui ne vous dit enfin, qui vous dit: «C'est trop cher», il vous dit pas: «Bon, bah, en fait, je suis pas intéressé». Parce que là, c'est plus une objection, hein. Là, c'est juste: «Bon, bah, en fait, j'en ai pas besoin, quoi». Mais le fait de dire: «C'est trop cher», c'est OK, le mec est en recherche active de solutions et c'est quelque chose de super positif. Vous devez
Vous êtes en visio, par exemple, et un client vous dit c'est trop cher, vous coupez la caméra, vous dansez la Zumba, vous faites là, c'est bon, allez, go, 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 c'est cool, il est intéressé. Vous remettez la caméra, vous vous calmez d'abord, vous remettez la caméra, et puis vous prenez le cours de vos affaires. Donc, le c'est trop cher, généralement. Alors après, je sais pas si tu veux qu'on aborde tout de suite les réponses, parce que moi, à la base, j'avais dit à Lucie et Pierre, en gros, que c'était cool de faire ce live à condition que les gens repartent avec des choses pragmatiques, avec des choses tangibles et des réponses, et pas que de la théorie. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on avance là-dessus, quoi. Non, au contraire, mais vas-y, effectivement, c'était aussi le sujet de notre échange de la semaine dernière avec les typologies d'objections. Au contraire, je pense que ça va parler. Là, tu viens de parler du prix, par exemple, c'est quelque chose que rencontre globalement la Complètement, majorité. c'est une problématique qui est toujours rencontrée par les freelances et c'est vrai que les objections, on n'a pas forcément le temps d'aborder ces sujets-là sur comment les contrer, comment réagir, comment se justifier. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, go, go, go. Et en parallèle, il y a eu quelques questions dans le chat. On y répondra après pour ceux qui hésitent et qui se disent qu'on n'y a pas répondu ou qu'on les a pas vus. Franchement, je vais faire juste un petit aparté parce que je sais qu'il y a un timekeeper et voilà, je sais que vous me dites voilà, faut faire attention. Par contre, moi, je vous avais prévenu, je parle beaucoup. Et du coup, je prends un peu le live en otage. Mais j'ai du temps. Moi, quand j'essaie de donner, je le fais vraiment. Si c'est pas en fait à moitié ou voilà. Donc posez vos questions, profitez-en en fait, voilà, parce que si vous m'envoyez un message sur LinkedIn par exemple, je ne répondrai pas. Voilà, je reçois trop de messages, je veux pas, ouais, voilà, je veux pas faire le mec, mais voilà, j'essaie de faire attention à ma santé mentale aussi sur les réseaux sociaux. On va te faire une adresse contact pour ouais, ça. Donc en fait, voilà, profitez-en, putain, c'est gratuitos quoi, c'est gratuit là, hein, donc allez-y quoi. Vraiment, et puis moi, ça me fait plaisir parce que je parle du coup de mon activité comme un artisan parlerait de poterie, voilà, bref. Et en fait, du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc du coup, si on revient sur c'est trop cher, comme tu dis, c'est une objection qui revient souvent et je pense que tout le monde a pu l'avoir en tout cas. Et déjà, premièrement, c'est respirer un coup parce que généralement, quand tu as le c'est trop cher qui t'arrive en pleine face, tu as les fesses qui bégayent en pakistanais, tu vois, et tu es là en mode putain, je sais pas quoi répondre, merde, fais chier, putain. En fait, c'est en mode game over, fini, wasted. Je sais pas si les gens auront la ref, hein, mais en mode terminé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que de comprendre ce qui se cache derrière une objection. Il y a des objections réelles et il y a des objections qu'on appelle de façade. D'accord? Les objections de façade, c'est on va essayer de mettre un rideau pour cacher la vraie raison pour laquelle le prospect n'est pas prêt encore à acheter chez vous. Donc généralement, quand il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à acheter chez vous, c'est qu'il y a deux raisons principales. C'est qu'il n'a pas confiance en vous ou il n'a pas confiance en votre service. Et c'est normal, il ne vous connaît pas encore. Parce qu'en fait, les freelances, ils disent ah, mais moi, je suis super bon. Putain, je suis bon, je comprends pas pourquoi la personne ne veut pas travailler avec moi. Mais il ne te connaît pas, il n'a pas encore confiance. Et donc, tout le jeu de la négociation, c'est un jeu même de séduction. C'est en fait se dire, OK, voilà, comment je peux conquérir le cœur de mon putain de prospect. Alors, vous enlevez le putain, quoi. Mais comment je peux conquérir son cœur, en fait. C'est juste ça, en fait. Un prospect, il ne demande qu'une chose à partir du moment où il est en recherche active d'une solution à son problème, c'est de vous donner son argent. Hein. C'est son seul objectif. Il est en recherche active d'une solution. Lui, l'argent, c'est pas. Voilà, il est prêt à vous donner son argent. Donc, c'est trop cher. Donc, le c'est trop cher est une objection de façade, au final, parce que, en fait, il n'y a jamais de problématique de prix. Ça n'existe pas. En fait, si vous êtes certainement trop cher, peut-être, mais pour lui. Donc, ce qui est intéressant dans la réponse, c'est de dire OK, Jean-Marc, je comprends que vous n'ayez pas le budget. Donc, le premier, donc prenez des notes, allez-y, hein, prenez des notes, voilà, et puis t'as fait. En gros, OK, Jean-Marc, je comprends que vous n'ayez pas le budget. Ça, c'est le début de la première réponse. Pourquoi? Pour inverser le rapport de force. Parce que quelqu'un qui vous dit c'est trop cher, il se met tout de suite en posture haute. Et vous êtes en posture basse, un peu comme mon toutou là, Ulysse, quand il a fait une connerie, hop, la queue entre les jambes, il rase les murs, il se fait tout petit. Alors qu'il pourrait bomber le torse, être en panache, avoir la langue qui pend, etc. et faire sa vie. Quoi. Donc en fait, il choisit d'avoir une attitude basse. Et c'est ce qu'on fait quand quelqu'un nous dit vous êtes trop cher, généralement, on est là en mode putain, ouais, vous avez raison, je suis désolé. Est-ce que je peux vous faire un prix? Je vous fais moins 50%. Bon, déjà, la pire erreur qu'on peut faire. Baisser son prix est une très mauvaise idée. D'ailleurs, on pourra y revenir. En fait, donc
première, donc, ok Jean-Marc, je comprends que vous n'ayez pas le budget. C'est de lui dire que c'est lui qui n'a pas le budget. D'accord? C'est pas vous qui êtes trop cher. Hein. C'est de lui faire comprendre que c'est lui qui n'a pas le budget. Ça, c'est hyper important pour la suite. Hein. De faire comprendre au prospect que c'est lui qui n'a pas le putain de budget. Le portefeuille de votre prospect n'est pas votre putain de problème. D'accord? Désolé, ça dit beaucoup. Non, et ça revient sur la question du positionnement dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, aussi. Voilà. C'est évidemment une posture de. Ouais. C'est en fait d'avoir une posture haute. Et en gros, donc on va avoir la suite. C'est en gros, ok, Jean-Marc, je comprends que vous n'ayez pas le budget, vous, et vous insistez un petit peu sur le vous, hein, pour lui faire comprendre que en fait, c'est pas vous le problème, c'est son portefeuille, c'est lui qui n'a pas le budget. Et de lui dire, bon, quel élément semble vous poser problème dans la propale? La propale, c'est la proposition commerciale. Hein, c'est un short, on va shorter le terme, la propale. Donc là, c'est de comprendre exactement, donc on va essayer d'isoler l'objection du prix en essayant de focus son attention à lui sur qu'est-ce qui n'a pas de valeur à ses yeux. Qu'est-ce qui n'a pas de valeur à ses yeux? Parce que quelqu'un qui dit c'est trop cher, c'est juste que pour lui, c'est trop cher par rapport à son prix qu'il avait en tête. D'accord? C'est juste ça. Quelqu'un, par exemple, qui va dire oui, bon, bah, un logo à 5 euros, c'est trop cher, ou c'est le prix, je ne mettrai pas plus que 5 euros. C'est que pour lui, bah, un logo, ça ne vaut pas 5 euros. Et il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est une autre typologie de client. Et là, vous lui dites, OK, monseigneur, du coup, allez sur 5euros.com et ne me cassez pas les pardon, ne me cassez pas les pieds, du coup. Voilà, je dis peut-être un peu trop gros mots, vous me dites, hein, si voilà, je vais me calmer. Hein, mais dès qu'on parle business, voilà, dites tout de suite, bref. Donc, en gros, on va aller sur, du coup, isoler l'objection, d'accord? Sur, OK, Jean-Marc, je comprends que vous n'ayez pas le budget. Quel élément semble vous poser problème dans la propale? D'accord? Et comme ça, on va pouvoir relancer la discussion sur exactement la chose qui n'a pas de valeur à ses prix à lui. Et là, on va commencer à travailler. OK? Voilà la première objection. Est-ce qu'on passe à la deuxième? Alors, oui, c'est trop cher. Aussi, il peut être anticipé. Il y a une méthode que j'aimerais bien vous donner pour pouvoir signer vos clients. Allez, on va être sympa, 9 fois sur 10. OK? 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, vous pouvez signer votre client comme ça. C'est en gros la méthode du POC. La méthode du POC, en gros, c'est comme en fait, elle est anticipée, d'accord? Il faut vraiment, il faut l'anticiper. Il ne faut pas la proposer après, c'est trop tard. Il faut la proposer dès le début. De c'est trop cher, par exemple, on peut derrière dire, OK, si c'est vraiment une problématique de budget, on peut proposer un échelonnage de paiement, des facilités de paiement, des garanties que les autres prestataires n'ont pas, etc., ou des garanties beaucoup plus solides, etc. Et donc, en fait, le POC, donc c'est Proof of Concept, c'est en gros un terme qui a été, que j'ai du coup pris impunément au monde de la startup. En gros, nous, on va l'adapter à notre business d'indépendant. En gros, c'est de dire, OK, la personne, si on sent déjà qu'elle a les fesses qui baillaient en pakistanais au moment où on va annoncer le prix, etc., qu'on sent qu'elle est un peu bancale, on va lui anticiper, on va pas donner le prix final, on va dire, écoutez, moi, les règles de mon entreprise, c'est de faire un POC, Proof of Concept. Donc, vous vouliez partir sur un engagement de 6 mois. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mon entreprise ne fonctionne pas comme ça. Je commence par 1 mois. Donc, ce qui fait que, pourquoi c'est puissant comme méthode pour tous ceux qui l'ont mis en place, c'est que quand vous allez envoyer votre devis ou votre facture, peu importe, en fait, le réflexe d'un être humain normal quand il reçoit une facture, c'est d'aller regarder quoi? La petite case en bas à droite. Hein. Il ne va pas regarder ce que vous avez écrit, il ne regarde pas votre nom, le nom de société, savoir s'il y a TVA, il s'en fout complètement. Hein. Lui, il va regarder d'abord combien ça va lui coûter, premièrement, tout de suite. Le regard, bim. Ce qu'on appelle une zone chaude d'ailleurs sur un élément visuel. Et en gros, ça va permettre du coup de diviser si il était venu pour un accompagnement de 6 mois ou ou peu importe, en fait de diviser déjà le prix par 6 mentalement pour lui. Donc en fait, ça permet clairement de signer 9 fois sur 10. Et vraiment, je suis gentil parce que j'aimerais dire 10 fois sur 10 parce qu'il y a des clients pour qui ça a été le cas avec cette méthode. Bon, je vais, pour pas souci éthique, je vais dire 9 fois sur 10. Quoi. Et en fait, c'est pareil. Par exemple, imaginons vous êtes freelance, rédaction web. C'est pareil. Hein. Donc en fait, en gros, il va falloir du coup se dire que pareil pour un rédacteur web, c'est
si la personne vient pour 10 articles, de lui dire non, moi, les règles de mon entreprise, c'est qu'on commence par un. Et comme ça, vous allez aller sur aussi la fidélité attitudinale, pas comportementale, induite, parce que vous allez pouvoir commencer à créer la confiance, vous allez comprendre la personne va vous faire confiance, et du coup, va avoir les résultats. Et là, en fait, vous pouvez pricer ce que vous voulez derrière. Donc voilà, ça c'est la méthode du POC. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme objection? Je vais y réfléchir, ok? Je vais y réfléchir. Il y a une objection qui est intéressante parce que c'est un truc qui revient souvent, très souvent. Je vais y réfléchir. Et de manière générale, Kevin, pour globaliser, parce qu'effectivement, là, tu as l'argument du prix au démarrage, finalement, tu vois, l'achat. Là, finalement, on reste quand même dans l'attitude de la conclusion. C'est ce qu'on a été demandé aussi, comment conclure une vente. Donc, finalement, cet aspect, je vais y réfléchir, je vous rappelle dans 2 semaines, tu vois, plus ou moins lié, avec plus ou moins de liens entre les différentes objections, ça s'apparente quand même à comment conclure, comment terminer cette vente, quoi. Mais le but d'une objection, c'est une très bonne nouvelle, comme on l'a vu. D'ailleurs, ça, c'est vraiment, faut vous switcher mentalement, ça, c'est game changer. Hein. Vous dites change quand vous vous rendez compte que quand on vous donne une objection, c'est que la personne est intéressée et c'est pas qu'elle est en train d'essayer de vous faire chier, hein. C'est qu'elle est vraiment intéressée par ce que vous proposez. Et en fait, je vais y réfléchir, c'est pareil. En fait, ce sont des objections. Et qu'est-ce que fait un freelance quand quand quelqu'un lui dit je vais y réfléchir? Bah, ok, ça va, on se rappelle l'endroit jour. C'est ça. Et c'est le pire truc à faire, tu vois, en plus. C'est le pire truc à faire de dire ok, monseigneur, prenez tout le temps que vous voulez. Je n'ai pas de vie, moi. Vous pouvez, voilà, je suis un larbin sur lequel vous pouvez vous essuyer, monseigneur. Enfin, bref. Donc je rigole, mais en fait, c'est un peu l'image qu'on donne, quoi. Malheureusement. En fait, là, le but du jeu, c'est je vais y réfléchir. Ok, donc ça veut dire qu'il y a. Ça c'est une objection de façade. Hein. Je vais y réfléchir. En fait, si la personne a un problème, elle vous a contacté. Non, enfin, c'est qu'elle a, voilà, elle a vraiment besoin de votre service. Il faut essayer de creuser pour savoir, en fait, parce que c'est. Exactement. Exactement. Carrément. Et en fait, il faut creuser. C'est ça le terme, en fait. C'est vrai, hein, Lucien. Il faut creuser. Et donc, prenez des notes. Prenez un petit papier, là, si vous avez, ou sur votre téléphone, peu importe. Bah non, si vous partez votre téléphone, vous partez du live, donc non, peut-être pas. Prenez un papier, restez avec nous. Donc prenez un papier, notez en gros que là, en gros, c'est OK, je comprends, Jean-Marc, que vous ayez besoin d'y réfléchir. Voilà. Quand on traite une objection, c'est aussi de dire OK, bon, je comprends, et pas aller sur d'essayer de le contrer. D'accord? OK, je comprends que. C'est encore une fois dans la vente, quand il y a une objection, généralement, quand vous avez quelque chose à vendre, il faut comprendre aussi que votre prospect, il met un système de défense immunitaire autour de lui, en mode putain, vas-y, je suis immunisé contre tout ce que tu vas me dire pour essayer de me vendre ta connerie. Quoi. Donc il va essayer de dire, voilà, il va essayer de se barrer du fil conducteur. Il va vous dire oui, mais moi je suis différent des autres, j'ai des problématiques différentes. Non, mon gars, un restaurant, il a les mêmes problématiques que d'autres restaurants. Bref. Et donc là, ok, je comprends, Jean-Marc, que vous ayez besoin d'y réfléchir, mais aidez-moi à comprendre la situation. Sur une échelle de 0 à 10, vous seriez prêt à signer à combien là, tout de suite? D'accord? Je vais y réfléchir, on ne coupe pas la discussion, d'accord? On ne coupe surtout pas la discussion, on ne dit pas, ok, monseigneur, non, non. On essaye de comprendre ce qui est caché derrière l'objection de je vais y réfléchir. Donc ça peut être le prix, ça peut être par exemple le besoin d'aller voir la concurrence, de faire des devis, de faire d'autres devis, etc. Donc, je vais y réfléchir est une objection de façade. Donc, ok, Jean-Marc, je comprends que vous ayez besoin d'y réfléchir. Je répète pour ceux qui prennent des notes. Ok, Jean-Marc, je comprends que vous ayez besoin d'y réfléchir, mais aidez-moi à bien comprendre la situation. Sur une échelle de 0 à 10, à combien seriez-vous prêt à signer maintenant? Donc là, il y a 3 cas. D'accord? Donc, continue à prendre des notes. Clac, clac. 3 cas. Le cas 1, c'est, bon, il vous répond, ouais, 4. 4, allez, 4. Là, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que bon, vous avez un peu de la merde normalement. C'est que le mec, voilà. Bon, là, et toi, à ton habitude, du coup, facilement, le client se livre et dit justement qu'est-ce qui le gêne ou ça te semble compliqué de savoir un peu la vérité parce que. Ouais, en fait, c'est l'objectif des objections parce qu'en fait, les objections, en fait, le client, même s'il ne le prospect, même s'il te le dit pas, il l'a en tête et en fait, en creusant, comme tu as dit, tu vas trouver ces objections. Donc là, on va aller directement au K3, d'accord? Le K3, c'est bon, 8. Et là, ok, il y a des réponses encore à avoir. Parce que 8 sur 10, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on répond après? On répond facilement. Ok, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il vous faut
pour que je vous amène à 10. Et puis, si vous êtes gourmand et vous avez l'humour en vous, voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait bien l'humour, un peu comme moi, voilà, bah, qu'est-ce que je dois te faire, qu'est-ce que je dois faire, Jean-Marc, pour que tu arrives à 11, quoi. Faut qu'on signe Ouais. tout de suite, quoi. Voilà. Et le mec va te dire, et donc là, c'est une objection façade, parce que l'objection façade, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres objections. Donc là, il va te dire, par exemple, bon, je dois t'avouer, Kevin, que bah, je dois aller voir, je dois voir avec d'autres concurrents, je vais demander des devis et tout ça. Et là, on a la vraie objection. Là, on a la vraie objection du je vais y réfléchir. Le je vais y réfléchir, ça aurait été plus simple si le mec m'avait dit, bah ok, je vais devoir comparer avec des concurrents. Non, il m'a dit je vais y réfléchir. Et c'est une objection de façade. Une objection de façade, je le répète, c'est pas une objection. C'est une objection qui cache une autre objection. Donc la vraie objection, c'est je dois comparer avec d'autres concurrents. Et donc là, on a d'autres réponses aussi à apporter. On va dire ok, et là on répond, ok, bah, je comprends Jean-Marc, et c'est tout à fait normal hein, de comparer. Bah, est-ce qu'il y a un élément que tu attends de voir sur le devis de mes concurrents? Et donc, boum, on comprend ce qui va gêner, ce qu'il attend. C'est quoi ses motivations profondes? Oui, Donc du là, coup, ça tu peut être joues la carte de la sincérité et de la carte sur table, qu'est-ce qu'il y a pas et bah, en fait, c'est qu'est-ce que. En fait, imagine, tu vois, tu me dis, je vais y réfléchir, Lucie. Moi, je fais la technique du truc. Tu me dis, bah, Kevin, t'as l'air sympa, machin, t'as l'air compétent et tout. Bon, 8 sur 10. Bon, bah, je te dis, OK, qu'est-ce que je dois faire pour t'amener sur 11? Bah, en fait, ouais, il faut quand même que je compare, quoi. Bon, voilà, c'est par principe. Tu vois. Ça peut même être un principe de valeur chez toi, tu vois, de comparer. Moi, ma mère, par exemple, elle achète du beurre, elle va comparer quand même avec tout le monde, tu vois. Il y a des gens pour qui comparer, c'est important, quoi. Et donc là, tu vas me livrer ta vraie objection, c'est la comparaison. Et moi, je vais te dire, OK, et quel élément, Lucie, tu t'attends, t'aimerais voir sur quel élément en plus t'aimerais voir sur le devis de mes concurrents, des autres prestataires? Et donc là, on va réengager le dialogue. Parce que, en fait, le pire qui pourrait arriver, c'est de le couper, de dire, bah, allez-y, carrément. Tu vois? Et en fait, c'est contre-intuitif. Mais si tu te formes dans la vente, et tu te formes dans la vente, je parle dans la vente éthique, hein, pas la vente de forceur, de bourrin, en mode putain, c'est trop cher, bah, prends un crédit sur 5 mois, voilà, et puis me casse pas les pieds. Genre. Non, non, c'est des techniques de vente, c'est de la négociation, c'est du jeu de séduction, c'est un jeu en fait. Là, encore une fois, on l'a dit, hein, la vente, c'est conquérir le cœur de ton prospect. Hein. Il n'a pas confiance en toi, il n'a pas confiance en ton produit. Toi, si tu te formes dans la vente et tu formes en gros euh, comment gérer ces objections-là de façon saine et équilibrée, tu vas même induire un autre message à ton prospect. C'est ah ouais, il a l'air d'avoir l'habitude quand même. Hein. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Parce que quelqu'un, combien de freelance, combien il y a de cadavres de freelance sur l'autoroute quand on leur dit c'est trop cher ou quand on leur dit je vais y réfléchir. Là, tout le monde est en PLS sur l'autoroute en attendant le SAMU, tu vois. Je donne une image un peu marrante, tu vois, mais c'est pas drôle en vrai. Mais c'est vrai, en fait, on est là en mode en PLS, quoi. Donc, le je vais réfléchir. Et donc, du coup, après, tu as une autre objection. Par exemple, ça peut être la concurrence, tu vois. OK. Et pareil, tu vois, et c'est la même mécanique quand on a une autre objection. Voilà, je dois en parler à ma femme, ou je dois en parler à mon patron, ou je dois en parler à mon amante. Bon, c'est plus rare. Mais je dois en parler à quelqu'un, tu vois. Mais en gros, tu vois, je dois en parler à quelqu'un. Là, le but du jeu, c'est pas de dire, encore une fois, OK, ça marche, revenez vers moi. Là, c'est c'est de comprendre pourquoi il va en parler, qu'est-ce qu'il a besoin de plus pour en parler, pour être assuré ou pour. t'es experte en vente, du coup, c'est bon, t'es Ok. coach. Tu peux dire que c'est dur. Non, c'est en fait la réponse, tu vois, c'est encore une fois, si on reprend les éléments et que les gens ont pris des notes, en fait, en gros, c'est quel élément Il te en la manque aussi. possession. Non, là, c'est une autre mécanique. Hein. Ok. C'est la même, mais c'est une autre mécanique. C'est la même. Hein. C'est quel élément tu penses que ta femme, ton associé aurait pour te dissuader de signer maintenant. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que ton associé pourrait te dissuader? Et donc là, on revient vers le truc du prix, par exemple. Ou, bah oui, il faut qu'on compare et machin. Donc, tu vois, en fait, c'est ça les objections. Le travail des objections, c'est de réengager le dialogue, de comprendre ce qui se cache derrière et avec Ouais. des réponses pragmatiques. Là, moi, j'ai passé du temps avec vous, là, pour vous donner des réponses pragmatiques, pas pour vous expliquer du blabla. C'est de vous donner des réponses pragmatiques pour avancer, en fait. OK? Et c'est trop court là, faudrait qu'on fasse une édition 2 de ce live parce qu'on arrive bientôt à. Est-ce que j'ai le temps d'en donner une dernière ou pas? Ouais, une petite dernière là et. Allez, une petite dernière, on Et est bon? après, vas-y. Vas-y, fonce.
Donc, tu sais, ça fait un peu le mec qui pose la question, qui sait qu'on lui dira pas non, tu sais. Tu imagines, bah non, 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 on Non. coupe, on arrête. T'as vu, on t'a pas mis d'objection, nous, là. Donc, il y en a une autre, c'est je n'ai pas d'idée de budget. Ça, là, elle peut faire mal aussi, quoi. Ça peut faire hyper mal. Je n'ai pas d'idée de budget. Alors, encore une fois, il y a plusieurs manières de traiter les objections quand on comprend, on parle d'objections de façade. Donc même c'est trop cher, il y a 4 manières, en gros, 4-5 manières de répondre à une objection si on a bien fait le taf avant, en interrogeant bien le prospect. En gros, le je n'ai pas d'idée de budget, c'est encore une objection qui peut mettre beaucoup de gens en PLS parce qu'on ne sait pas trop quoi répondre. Et là, moi, j'aurais envie d'essayer d'utiliser un peu l'humour face à un prospect en lui disant, écoutez, bon, si je vous dis 100 000 euros, est-ce qu'on part maintenant? La personne, normalement, elle est censée rigoler. Enfin, si tu proposes, enfin, sauf si tu proposes des vrais trucs à 100 000 euros, mais si tu proposes des logos et que tu lui dis, voilà, 100 000 euros, machin. Donc déjà, de commencer à essayer de dédramatiser, parce qu'il faut comprendre aussi un truc, c'est que quand vous commencez à aborder la notion du prix, il y a de la tension dans l'air, hein, d'accord? La tension est palpable des 2 côtés parce qu'il y en a un qui est pas forcément à l'aise avec ses prix. Ça, c'est un truc à travailler aussi, la posture par rapport à son rapport à l'argent et le prospect qui lui, pareil, est là en mode: «Putain, je vais me faire défoncer, combien va mettre, voilà, combien va pricer comme une brute?» Et en gros, je n'ai pas d'idée de budget. Là, moi, je propose une alternative, il y a plusieurs possibilités, bien sûr, mais il y a une alternative qui est intéressante, c'est du coup de commencer par l'humour pour baisser un petit peu les tensions. Et derrière, d'enchaîner par, bon, est-ce que Jean-Marc, je comprends, c'est pas forcément évident parce qu'en plus, quelqu'un qui vous demande le budget, c'est pas évident, tu vois, d'avoir une idée de budget. Quand quelqu'un vous demande, oui, vous avez une idée de budget, un freelance qui vous dit ça. Je sais pas si vous avez des freelances qui ont l'habitude de le faire. Arrêtez de demander à votre client s'il a une idée de budget, ça sert à rien. Parce qu'en fait, putain, t'imagines, moi, tu viens me voir et je te demande, t'as une idée de budget que tu veux mettre à un coaching de vente? Puis là, tu réponds quoi? Ça, c'est le moins possible. Enfin, tu vois, enfin, tout Le, dépend. déjà, c'est Si ça, toi, t'es le exactement. vendeur, si t'es le vendeur, c'est le plus possible. Si t'es l'acheteur, c'est Mais, le moins mais, possible. mais carrément. Mais c'est carrément ça. Toi, tu veux sortir la tête haute en te disant, j'ai fait une bonne affaire. Un peu comme dans un truc marocain. Tu sais, tu as acheté un truc, tu as négocié comme un bâtard. Le mec, il est content parce qu'il sait qu'il a pressé comme une brute, lui, sa petite babiole. Mais toi, tu es content, tu es fier parce que tu as fait une affaire, tu as négocié, tu vois. Même si tu as payé plus cher que ce que tu aurais pu, bah, tu es quand même content. Tu t'en sors, enfin, voilà, tu n'as pas l'impression d'être un pigeon. Donc, bref, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas avoir d'idée, tu vois. Mais nous, on a souvent des Bien. questions comme ça sur comment je peux fixer mon TGM, quels sont les critères à prendre en compte. Et c'est vrai, quand on se lance, en fait, c'est des questions, c'est des éléments qui sont hyper compliqués à. Le TJM, il dépend uniquement pour moi d'un seul facteur, c'est quel est ton niveau d'avancement dans ta vie d'indépendant. Bah, si tu es au début, ton TJM doit être Ouais. en price taker, tu vois. Et plus tu avances, ou plus tu as des compétences spécifiques, donc du coup, Mm. en Plus tu as de fidélisation, valeur on a eu ajoutée, plus ça. tu as de. Voilà. Plus tu as des trucs qui sont rares, hein, tu vois, des trucs de Ouais, bourrin, tu peux pratiquer les prix que tu veux presque, hein. Après, encore une fois, le prix d'un TJM, d'un consultant, il y a une élasticité du prix hein, dans le concept de la vente, hein. L'élasticité du prix, c'est bon, bah, ok, je te vends un crayon Bic, peut-être que 2 euros, ça peut passer. Mais si je te prends 100 euros, tu vas me dire, écoute, mon coco, te fous pas de ma gueule, quoi. Donc, il y a une élasticité quand même. Et en gros, pour finir ça rapidement avec je n'ai pas d'idée de budget, la façon d'aborder ça, donc de l'humour. Si je vous dis 100 000 euros, est-ce que c'est bon? La personne doit rigoler un petit peu. Et après, d'aller sur une démarche très sincère. Est-ce que ça vous convient, Jean-Marc, si je vous donne une idée de valeur basse et une idée de valeur haute en fonction des options que je propose? Comme ça vous permettra de vous donner une idée et en fonction de vos besoins, nous verrons dans quelle tranche nous nous situons. Comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est de donner un prix tout de suite. Il y a une erreur qui est faite fréquemment par les freelances, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a plus de besoins derrière. Et en fait, ils n'ont pas pricé assez cher. Je donne un exemple. J'ai accompagné une personne qui voulait pricer un accompagnement à 5 000 balles elle était en VA, Virtual Assistant. Et je lui dis, écoute, Virginie, là, ce que le client te demande, c'est minimum 15 000 euros, quoi. Moi, je pars pas en dessous de 15 000 balles, quoi. Et elle était là en mode, ouais, mais je vais jamais osé. Je lui dis, ok, mais c'est pas de problème. Tu peux pricer 5 000 balles. Si tu es à l'aise et si tu es heureuse de bosser pour 5 000 euros pour cette mission, pas de problème. Par contre, moi, je te dis,
ce n'est pas possible là. Pour moi, je pars à 15 000 balles. Donc, on a retravaillé ça. Elle a envoyé le devis. La cliente a signé tout de suite. Donc, t'imagines si elle a signé tout de suite à 15 000 balles, c'est-à-dire qu'on était déjà moins cher. On n'était pas déjà pas assez cher. Et quand je lui ai dit, c'était minimum 15 000 balles pour moi. Donc, imagine 5 000 balles, elle aurait peut-être même pas signé. Parce qu'elle serait dit, non, il y a un problème là, pourquoi c'est aussi peu cher? Donc, ça peut avoir un autre biais. Donc, le but, c'est en fait de pouvoir donner une valeur basse et une valeur haute pour permettre, nous, d'avoir une espèce de flexibilité, une espèce de sensitive, tu vois, en disant, OK, cool, je vais avoir du lest. Parce que si tu annonces, je sais pas, 5 000 balles à un client et que derrière, tu te dis, en fait, je vais lui envoyer le devis avec tout ce qu'il vient de me dire en plus, là, voilà, et je suis à 7 000 balles, non, mec, tu as dit 5 000 balles. Donc, en fait, le gars, il s'attend à avoir 5 000 balles maximum. Et ça va être un jeu de négociation, un jeu de pouvoir, et c'est le bordel. Donc là, on va essayer de donner une valeur basse avec le moins d'options possible. Une autre option, donc une valeur haute avec toutes les options en mode full, gros package. Et là, on va pouvoir jouer entre les deux. Et donc dire, voilà, maintenant que vous avez une idée de valeur, une idée de budget, valeur basse, comme ça, tous les clients qui sont en dessous, ils se cassent, vous ne perdez pas de temps de faire des devis qui vous prennent une semaine. Voilà, terminé, on gagne du temps. Et valeur haute, la personne elle dit, OK, cool, bon, je n'ai pas besoin de la valeur haute, je vais essayer de voir voilà, les options que je peux avoir pour avoir le budget qui correspond à ce que j'avais en tête. D'accord? Voilà. Ouais. Donc, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été présent, merci d'avoir pris des notes. Voilà, cool. Allez, hop, ciao, j'ai Bladel. Non, mais merci. Et juste pour revenir rapidement là-dessus, en fait, c'est de la délimitation de valeur, finalement, tu vois, dans ce que tu proposes. Et nous, chez nos consultants, parce que peut-être que pour certains, ça ne va pas leur parler exactement, parce qu'ils sont là pour répondre à un projet client qui était défini. Généralement, c'est pour ça qu'ils proposent qu'un seul TJM, tu vois. C'est à minima, pour reprendre tes termes, OK, à tel TJ, si vous voulez vraiment que je fasse ce TJ-là, je vous fais plutôt ça, et un peu plus cher, je vous fais un peu plus, ou je mettrai un peu plus de valeur dans mon projet. Voilà, c'était pour mettre un peu de contexte aussi pour les consultants. Et pour les TJM, du coup, pour les consultants, rappelez-vous, en fait, alors, le branding, c'est super important, même pour un consultant, parce qu'en fait, travailler un TJM, pour moi, c'est être salarié. Si on se met à notre compte, c'est aussi pour pouvoir décider du prix et pas le marché, nos clients qui décident. Mais en fait, le fait d'avoir un branding particulier, quand les gens ont l'impression que 900 € par jour, 1500 € par jour, c'est les taux habituels d'un consultant, et des consultants bien plus chers, il faut vous rappeler qu'il y a un consultant aux États-Unis, je ne sais plus comment il s'appelle, il a 50 000 € au jour. Donc en fait, il y a toujours un marché. Et lui, il n'a pas de problème. Hein, il n'est pas au Pôle emploi, il n'y a pas de problème de prospection. Voilà. Le fait de se mettre au même niveau que les autres, c'est pas bon. Vraiment. Je sais que beaucoup de gens sont câblés comme ça parce qu'ils ont été salariés ou parce qu'on leur a dit de faire machin. Mais vous mettre au même prix que tout le monde, c'est le meilleur moyen d'avoir le moins de clients possible. Vraiment. Il faut se différencier, il faut l'assumer. Il faut assumer son positionnement. Il faut assumer son positionnement. Et il n'y a pas que le prix dans le positionnement. On n'a abordé que le prix, mais il n'y a pas que le prix. Hein. Il y a plein de choses. Il y a les garanties. Spécifiques. Ça marche. Non, mais t'as raison. Je pense que c'est un super mot de la fin, en vrai, parce que ça revient sur le positionnement dont on a parlé, et c'est top. La boucle est bouclée. Alors, clairement, on sait qu'on n'a pas abordé toutes les objections et on sait qu'on n'a pas abordé tous les sujets propres aux freelance, mais c'est pas grave. Il y a le lien qui est passé sur Twitch. Si vous voulez bénéficier des conseils personnalisés de Kevin, justement, sur votre situation, sur votre technique de vente, il y a le lien qui est présent sur le live. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Et j'aimerais juste dire un truc. Dans le live, il y a un lien qui est important pour moi. C'est un lien où vous pouvez accéder à une formation. Mais attention, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Moi, je suis pas là en mode, voilà, allez acheter et puis putain, je vais tirer la gueule parce que personne n'aura acheté. Je m'en fous si personne n'achète. En fait, c'est acheter si vous sentez que vous en avez besoin, si vous êtes prêt, parce que par exemple, il y a des gens qui n'ont pas besoin de se former sur ça. Vous n'achetez pas des formations inutiles, donc vous n'avez pas besoin. Achetez des choses que vous savez qui vont vous tirer vers le haut. Et surtout qu'en fait, je voulais faire un petit cadeau pour votre communauté. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai eu un bon feeling avec Lucie et Pierre quand on s'était vus. J'avais même fait un post LinkedIn. C'était bon délire, bon chill. Voilà, vous m'avez laissé dire des gros mots en plus, même si vous avez été répondre après. Mais voilà, et c'est 47 € au lieu de 300 balles. Donc voilà, je pense que c'est cool, c'est un beau cadeau et voilà. Ouais, donc 47 €. Excusez-nous, pardon, tu peux nous répéter Mais vous n'êtes pas obligé. En fait, ne vous sentez pas obligé. Je veux pas, encore une fois, être vu comme le mec, machin, qui est là. C'est 47 balles, ça changera pas ma vie, hein, clairement.
je préfère être clair là-dessus. Mais par contre, ça pourrait peut-être changer la vôtre. Punchline est pas mal quand même. Très bien, c'est magnifique. Une petite offre pour la commu. Merci en tout cas à toi, Kevin, pour ton temps et pour toute ton expertise, encore une fois, ça fait plaisir. Salutations à Alice pour son dernier live Twitch. Merci. Merci pour tout, et puis merci à tous. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Alors, il y avait une question, mais en fait, on y a répondu, c'était sur la fidélisation, et après, sur les autres, c'était plutôt sur les techniques de vente. Effectivement, tu as raison. On a un peu filtré parce qu'on y avait répondu, notamment sur les. On y a répondu en fait dans le live. Donc super. C'est venu souvent, c'est venu après. Enfin, tu vois, il y a eu la question et puis il y a eu ton explication derrière. Ok, ça marche. C'est pas de question, je vais pouvoir faire plus tôt, c'est cool. On va te filtrer ça et on va t'envoyer ça. Compte sur nous. Yes. Ça roule. Merci en tout cas pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir. Je suis un peu dégoûté de savoir que Lucie est à Barcelone. Moi, j'ai du mauvais temps là, tu vois. Ça me saoule un petit peu. On va t'envoyer des bonnes ondes. Du soleil. Ça va, le soleil. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Merci à vous. Salut. À très vite.